Sun Politique, les élus de la région ont la parole. Agathe Petit. Bonjour à toutes et à tous. La maire de Nantes est l'invitée de Sun Politique aujourd'hui. La cité des Ducs, préfecture de Loire-Atlantique, 300 000 habitants, près de 600 000 si l'on ajoute l'agglomération. Bonjour Johanna Rollin. Bonjour. Maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole. Madame la maire ou Madame le maire d'ailleurs, est-ce que vous avez une préférence? Plutôt Madame le maire. Pour quelle raison? Parce que je suis la mère de mes enfants et le maire de tous les Nantais. Pourquoi pas. On va parler des transports pour commencer. Les transports, un grand sujet de préoccupation des Nantais. Avec cette question d'un auditeur de Sun sur notre compte Twitter, @leçonunique, #SunPolitique. Comptez-vous, Madame Roland, vous pencher sur le gros souci de la circulation qui est de pire en pire sur Nantes. À force de fermer ou de ralentir les grands axes et d'encourager une politique zéro voiture, il devient de plus en plus pénible de circuler dans la ville. Tellement plus difficile, nous dit cet auditeur, que les gens préfèrent se rendre dans les centres commerciaux pour faire leurs courses plutôt que de tourner 1 heure pour trouver une place quand les parkings sont saturés. Les transports en commun et le vélo, c'est sympa, mais tout le monde ne peut pas avoir recours à ces solutions. C'est un message de Martial qui a 30 ans. Ma question, est-ce que la politique de transport à Nantes n'est pas finalement un peu contre-productive ? Je crois que la politique de transport à Nantes, c'est justement de ne pas opposer un mode de transport à un autre. De ne pas opposer les automobilistes aux cyclistes, aux piétons et de concilier les différents modes de déplacement. D'abord parce que vous, moi, cet auditeur et d'autres sont sans doute, selon les moments de la semaine, du mois ou de l'année, parfois des utilisateurs des transports publics, parfois des utilisateurs de voitures, parfois ils préfèrent la marche à pied. Donc notre volonté, c'est de ne pas opposer un mode de transport à un autre. Le deuxième point, c'est qu'on a une réalité concrète. Notre métropole, elle est en mouvement, elle est dynamique. Depuis 10 ans, on a accueilli à peu près 30 000 personnes supplémentaires et donc 20 000 voitures. Ça, c'est le principe de réalité, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on fait partie de ces territoires en mouvement. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on a déjà fait? Sur les voitures, je le rappelle, mon engagement, c'est de construire dans le mandat 1000 places supplémentaires dans le centre-ville. Mais quand on parle de déplacement, c'est pas que les Nantais que ça concerne, mais aussi les habitants de l'agglomération. C'est pour ça que je souhaite aussi développer les parkings relais. Très concrètement, je peux vous dire que dès 2016, ce seront 700 places nouvelles en parking relais qui seront réalisées. Au niveau du bus, ouais. Une première... Non, les parkings relais, vous savez, c'est les parkings où on vient déposer sa voiture pour ensuite prendre un mode de transport. Ça peut être à côté d'un busway, mais ça peut aussi être à côté d'un chronobus, par exemple, ou même à côté d'un tramway. Donc ça, c'est la première réponse concrète qui va venir assez rapidement. Le deuxième exemple concret, qui lui a déjà été voté, déjà effectif, c'est la proposition que j'ai faite lors du dernier conseil communautaire, de pouvoir proposer un tarif pour les transports en commun, famille ou groupe, à hauteur de 4 € pour un aller-retour dans le centre-ville. Pourquoi j'ai fait cette proposition? Parce que les Nantais me disaient souvent, quand on a un abonnement, ça va. Un abonnement mensuel ou annuel, on utilise les réseaux de transport public. Mais quand on n'a pas d'abonnement et qu'on doit prendre son ticket à l'unité, très concrètement, et qu'on veut aller le samedi en ville avec 2 ou 3 enfants, eh bien, dans le contexte de crise économique et sociale qu'on connaît, ça représente une certaine réalité. D'où cette proposition très concrète sur le tarif famille dans les transports en commun. Alors concernant les tarifs, justement, ça c'est une avancée, on peut le dire, concernant les familles, mais globalement, les tarifs des transports à Nantes sont encore assez critiqués. Est-ce qu'ils vont continuer d'augmenter? Est-ce qu'on peut envisager de plafonner un jour le tarif des transports, ou bien est-ce que c'est complètement utopique d'imaginer ça? Faut savoir que le prix du ticket est déjà plus élevé qu'à Paris si on l'achète dans le bus. 2 € à Nantes contre 1,70 € à Paris. C'est valable aussi pour le carnet de 10 tickets, 13,70 € à Paris, 14 € à Nantes. Alors, qualité de service public, oui, c'est sûr, mais peut-être pas à n'importe quel prix, d'autant que ce service en question, même s'il est très développé, n'est pas irréprochable. C'est bien parce qu'on veut vraiment favoriser la possibilité pour chacune et pour chacun d'avoir accès à ce transport en commun, que nous sommes en train de travailler, qu'au mois de décembre, nous proposerons aux élus du Conseil communautaire de l'agglomération une réforme autour de la tarification dans les transports, qui consisterait à dire que demain à Nantes, on pourrait ne pas payer en fonction de son statut, mais en fonction de son revenu. Prenons un exemple, les étudiants.
on sait bien que derrière le mot étudiant, il y a des réalités de situations économiques et sociales pour les jeunes à Nantes qui sont extrêmement diverses. C'est vrai pour les étudiants, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres catégories de population. Donc ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille et j'espère que dès le mois de décembre, nous avancerons. En tout cas, les tarifs continueront d'augmenter, donc, mais de façon différente. Vous savez, je crois qu'on ne peut pas faire de démagogie sur ce sujet. Sur les transports publics, il y a toujours quelqu'un qui paye. Soit c'est le contribuable qui paye dans ses impôts, soit c'est l'utilisateur. C'est un leurre de faire croire que dans une grande ville où notre réseau de transport public nous est envié, je le dis quand même au passage, on a accueilli Alain Juppé il y a quelques mois qui est venu s'inspirer de notre exemple. J'ai accueilli hier la maire d'Avignon, Cécile L, et le président de l'agglomération d'Avignon qui sont venus eux aussi regarder ce que nous avions fait sur les chronobus, sur les busways. Je ne dis pas ça pour prétendre que tout est parfait. Ce n'est pas le cas. Nous avons des marges de progression, nous y travaillons, nous avons déjà des avancées très concrètes. Je le redis, le ticket groupe pour 4 € est une vraie avancée qui va, je crois, dans le sens de ce qu'un certain nombre d'habitants attendent. Et puis, il y a la cohérence de ce qu'on fait, où, je le redis, nous n'opposons pas les vélos aux cyclistes, aux transports en commun et aux automobilistes. Tout ça doit être complémentaire, c'est ça l'idée. Absolument. Est-ce qu'on pourrait imaginer par exemple des horaires plus flexibles au niveau des transports en commun pour justifier de nouvelles hausses tarifaires? On sait que par exemple beaucoup de Nantais s'attendent à ce que les transports en commun continuent jusque plus tard le soir ou commencent beaucoup plus tôt le matin. Comment est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est partie des projets de développement? D'abord, je rappelle qu'il y a déjà eu des évolutions sur ce sujet, notamment sur la question des soirées, mais aussi sur la question des matins, puisqu'il y a quelques années, on nous avait fait remarquer à juste titre que pour celles et ceux qui travaillent dans certaines zones d'activité et qui doivent partir très tôt le matin, les transports n'étaient pas adaptés. Donc il y a eu ces avancées. Ensuite, bien, vous le savez bien, pour modifier les horaires, il faut aussi dialoguer avec les salariés. Et donc nous avons besoin de pouvoir constater concrètement quels sont le nombre de demandes. Aujourd'hui, notre priorité, c'est le développement du réseau de transport, c'est la question des chronobus, c'est la question de ce qu'on fera demain sur le busway, et puis la question de la tarification. J'ai évoqué la grande réforme de tarification sociale à venir. Nos priorités, c'est celle-là, et continuer à être en mouvement, à être dans l'innovation. Il y a aussi des nouveaux modes de transport qui existent et les services de la Sémitane, notamment, continuent à travailler sur ces nouveaux modes de transport. Nantes était une des premières villes à lancer le busway, par exemple. Il peut y avoir demain des nouveaux modèles, les équipes y travaillent. Vous avez annoncé l'élargissement il y a quelques semaines des zones de stationnement payant dans le centre-ville de Nantes. Vous avez déclaré ne pas faire ça pour remplir les caisses de la municipalité. Alors d'accord. Dans ce cas, pourquoi ne pas simplement éventuellement interdire le stationnement dans ces zones-là plutôt que de le rendre payant? Parce que les Nantais nous disent qu'ils ont besoin de pouvoir venir dans le centre-ville, faire une course, aller au restaurant, venir se balader tout simplement, profiter des espaces publics, et que notre objectif à nous, c'est que tout cela soit fluide. Mais alors là, ce que vous leur dites, c'est venez, mais en transport en commun ou en vélo, mais pas avec votre voiture. Non, absolument pas, puisque je vous le disais tout à l'heure, nous allons continuer et que nous allons construire 1000 places supplémentaires dans le centre-ville. Que le parking Fedo, qui a été récemment ouvert, qui est salué, je crois, par tous les acteurs du centre-ville, qui évoquent, et d'ailleurs dans la presse, que ça a donné un petit peu de respiration. Mais là encore, l'objectif, il est clair, il est que ça puisse tourner. Qu'est-ce qu'ils nous disent les Nantais? On veut pouvoir accéder au centre-ville, on veut pouvoir le faire à des tarifs qui restent raisonnables. Mais ensuite, si on n'a pas de place pour se garer parce qu'on a des voitures devant tous toute la journée, forcément, ça ne répond pas à notre attente. Donc c'est ça l'objectif sur lequel nous travaillons. La ville souhaite aussi encourager la pratique des transports doux, et notamment du vélo. De nombreux aménagements ont été faits dans ce sens. Et il est vrai que Nantes, qui accueillera, on le rappelle, le congrès Vélocity en 2015, est une ville très vélo-friendly, si je puis dire. Pourquoi avoir stoppé les subventions à l'achat d'un VAE, les vélos à assistance électrique? Et surtout, pourquoi ne pas avoir proposé cette aide pour les vélos traditionnels, finalement? Nous avons fait le choix de pouvoir élargir les modes de transport en vélo et de pouvoir expérimenter des nouveaux usages, notamment sur les modes de transport vélo en famille. Vous l'avez peut-être vu, il y a une nouvelle proposition qui est faite par la métropole pour accompagner, donner un coup de pouce à des modes de vélo familiaux qui nous paraissaient aussi quelque chose à encourager. Je voudrais dire que notre politique vélo, elle va au-delà de ces quelques exemples concrets.
j'ai participé à inaugurer, il y a 15 jours maintenant, je crois, le nouvel axe vélo Est-Ouest, qui est venu compléter l'axe Nord-Sud qui existait déjà. C'est un engagement fort, un investissement très important de la part de la métropole. C'est vraiment ce choix volontariste que nous faisons de dire oui, à Nantes, il y a d'ores et déjà de plus en plus de Nantais qui utilisent le vélo, et demain, nous pensons qu'il peut y en avoir encore bien davantage. Là aussi, il n'y a pas une réponse unique, magique, mais une multitude de réponses. Je rappelle qu'un de nos engagements sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est la mise en location longue durée de 5000 vélos. L'idée, c'est bien que tout cela puisse être complémentaire. Biclou, location longue durée, des pistes cyclables sécurisées et la manière dont on peut aussi mieux partager l'espace public. C'est le projet de conférence des usagers de l'espace public, parce que le nombre de fois où nous sommes interpellés, soit par des vélos, soit par des piétons qui nous disent mais comment on peut être en sécurité sur l'ensemble de ces parcours, c'est ce qui nous amène à dire aujourd'hui, il faut que les automobilistes, les cyclistes, les piétons puissent ensemble avoir une discussion au sein de cette instance pour partager l'espace public le plus sereinement possible. Vous évoquez les biclous justement. Pourquoi est-ce qu'on n'étend pas le réseau des stations biclous? Parce que d'après moi et d'après d'autres Nantais, hein, évidemment, il y a une sacrée incohérence dans ce concept. Je vais m'expliquer. Les stations sont très nombreuses dans l'hypercentre de Nantes, c'est-à-dire là où a priori les gens peuvent se déplacer à pied. Mais une fois qu'on a passé la place Vierme au nord, la Manufacture à l'est, Canclos à l'ouest et Vincent-Gache au sud, ça devient beaucoup plus problématique de trouver des stations et donc des vélos, alors que c'est justement ces gens-là, les habitants des quartiers limitrophes du centre-ville, voire des frontières de l'agglomération qui en ont le plus besoin. Est-ce que là aussi, c'est une piste d'amélioration que vous creusez à la mairie en ce moment? D'abord, il n'est pas dit qu'il n'y aura jamais d'extension. Ça fait partie des discussions que nous avons y compris eu avec l'entreprise qui est en charge de service. Je voudrais dire pourquoi ce choix a été fait à un moment donné. Parce que ce choix, il n'a pas été fait comme ça, en dépit de bon sens, juste par plaisir. Il a été fait par une analyse partagée avec l'entreprise qui a la charge de ce marché sur les vélos, à Nantes comme dans de nombreuses grandes villes françaises d'ailleurs, qui disait le biclou, pour que ça marche, pour que ce soit efficace, de l'expérience qu'ils avaient menée notamment à Paris et à Lyon, il faut que ce soit sur des trajets de transport particulièrement réduits. C'est ça la cible que nous avons sur le biclou. Ce n'est pas la même cible que nous avons quand je dis aujourd'hui on travaille à la mise en location longue durée de 5000 vélos. Là, on est sur des trajets plus longs. Et c'est de leur expérience, y compris des choix d'équilibre économique, pour que ça puisse marcher, qu'il y ait suffisamment d'adhérents qui, dans un premier temps, a amené à ces choix sur effectivement un réseau de maillage relativement serré. Et le biclou aujourd'hui à Nantes, ça fonctionne? Ça coûte combien? Ça rapporte combien, le biclou? Ça fonctionne de mieux en mieux. Je ne peux pas répondre à la question ça coûte combien, ça renvoie combien, puisque ce n'est pas géré en direct par la ville. Je l'ai dit, c'est un marché qui est passé par la ville à une entreprise. Ce marché sera d'ailleurs prochainement renouvelé. Et c'est donc de ce côté-là que se jouent les équilibres économiques. On va changer de sujet, on va parler de l'ouverture dominicale des boutiques du centre-ville de Nantes et de l'agglomération de dimanche avant Noël. C'est vous qui en avez fait la proposition. Où en sont les négociations avec les syndicats? Je rappelle que Force ouvrière et la CFTC se sont prononcés d'ores et déjà contre cette idée. Alors aujourd'hui, on en est où? Conformément à l'engagement que j'avais pris en conseil communautaire, j'ai donc écrit cette semaine à la fois aux organisations syndicales et patronales pour les inviter à se rencontrer, pour rentrer dans le dialogue. Et puis j'ai écrit au président de la Chambre de commerce et d'industrie qui s'est engagé à mettre en place une table ronde. Je crois que l'ensemble des syndicats aujourd'hui commencent à échanger, à réfléchir. Il leur appartiendra, avec les organisations patronales, effectivement, de rentrer dans le dialogue. Cette question du dialogue social, pour moi, elle est extrêmement importante. Ma responsabilité de Nantes Métropole, c'était de fixer un cadre, un cap, qui dit oui à une ouverture de dimanche, 14h-19h, à deux conditions très claires et très strictes. La première, c'est que cette ouverture ne peut concerner que le commerce de proximité de centre-ville, de centre-bourg, parce que ça s'inscrit dans l'attachement que nous apportons au commerce de proximité, qui fait partie tout simplement de notre qualité de vie. Et la deuxième condition, très claire, elle aussi, c'est qu'un accord puisse être trouvé entre les organisations syndicales et les organisations patronales, parce que moi, je crois qu'on ne bouge pas les lignes sans prendre en compte le dialogue.
Certains, justement, ont dit de vous, quand vous êtes arrivé à la mairie de Nantes, que vous étiez le petit soldat de Jean-Marc Ayrault. C'était important pour vous de trancher sur un sujet comme celui-ci avec la politique de votre prédécesseur. Et c'était une façon de vous affirmer. C'est votre première grande décision en tant que maire de Nantes. Non, ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir faire valoir la singularité nantaise. Vous le savez, la position de l'agglomération nantaise sur ce sujet est relativement atypique. Quand on regarde dans d'autres grandes villes en France et même d'autres grandes villes en l'Ouest, ce n'est pas le cas. Or, la métropole, c'est 24 communes. Et ce qui m'a semblé important, c'est de proposer une nouvelle voie aux maires de ces 24 communes pour tenir ensemble une position. Au-delà des clivages politiques, d'ailleurs, je le fais remarquer au passage, puisque ce vœu que j'ai proposé a été adopté par l'ensemble des maires de la métropole. Mon deuxième point de préoccupation, c'est le respect des droits des salariés. C'est la raison pour laquelle j'ai dit et je redis que ça a été une première étape. La deuxième étape, c'est le dialogue social, parce que je crois important de pouvoir avancer, de bouger les lignes, mais dans le respect des conditions de chacun, et notamment des salariés. Et vous pensez que ce dialogue social, il va aboutir avant les fêtes de Noël ? Je ne me substitue pas à celles et ceux qui sont aujourd'hui dans ce dialogue. Le groupe Alcatel a décidé de fermer le site d'Orvaux en octobre 2015 et ils sont encore 200 salariés à n'avoir aucune solution de reclassement. La semaine dernière, la direction a même gelé les projets de réindustrialisation. Je le disais, vous êtes aussi présidente de Nantes Métropole. À ce titre, quel est finalement votre réel niveau d'influence sur des dossiers comme celui-ci ? Est-ce que c'est naïf de la part du public de se dire qu'un jour vous pourriez à un moment donné taper du poing sur la table et exiger des dirigeants qu'ils interviennent rapidement dans un délai précis ? Écoutez, il se trouve que j'ai reçu avant-hier, à leur demande, l'intersyndicale d'Alcatel. À leur demande parce qu'effectivement, ils ont aujourd'hui des inquiétudes sur la tenue d'engagement qui avait été pris par leur direction. Je suis donc actuellement en train de contacter mes collègues du Conseil général et du Conseil régional pour leur proposer ensemble de demander au préfet la tenue d'une table ronde pour pouvoir faire le point sur la tenue de ces engagements. Voilà à quoi concrètement un maire, un président de métropole peut être utile, efficace dans un sujet aussi compliqué que celui-là. Les acteurs économiques ont quand même le dernier mot, malgré tout. La responsabilité du politique, c'est d'interpeller et de mettre chacun face à ses responsabilités. Je crois que c'est en tout cas ça que sont venus me demander les hommes et les femmes qui étaient présents dans cette intersyndicale que j'ai reçue avant-hier. Ils sont venus me demander mon soutien dans cette démarche et c'est dans cet état d'esprit que je me suis engagée en disant clairement, voilà ce qui est de mon ressort, voilà ce que je peux faire. Je crois que sur ce sujet, vous savez, quand derrière ce qui est en jeu, c'est l'emploi des gens, il faut aller échanger avec eux, voir que c'est l'avenir de leur famille, des choses aussi douloureuses et aussi personnelles. Moi, je me refuse à promettre monts et merveilles parce que les souffrances qui sont derrière, il faut les mesurer. Par contre, je prends toutes mes responsabilités, tout ce qui est dans mon champ de compétences pour contribuer à faire avancer ces situations. Le musée des Beaux-Arts de Nantes, en travaux depuis plusieurs mois, c'est un gouffre financier pour la ville, 74 millions d'euros. Dites-moi si je me trompe, de budget, pour un agrandissement du musée, donc une ouverture repoussée à fin 2016, mais le projet final ne sera visible qu'en 2018. À côté de cela, le musée d'Aubray végète depuis 4 ans, alors qu'il nécessite un investissement bien moindre, pas plus de 47 millions d'euros, en tout cas d'après les dernières prévisions officielles. Est-ce que la ville a revu entièrement sa copie, ou bien est-ce que le musée d'Aubray va disparaître ? Alors d'abord, je rappelle que vous parlez de deux sujets complètement différents. Je mets en perspective. Le musée des Beaux-Arts est sous la responsabilité de la ville et le musée d'Aubray est sous la responsabilité du département. Donc je le dis, ça veut dire que le choix financier que nous faisons sur le musée des Beaux-Arts, il ne peut pas être par exemple au détriment du musée d'Aubray. Je pense que c'est important pour celles et ceux qui nous écoutent que les choses soient claires. Mon objectif, c'est de dire qu'à Nantes, la culture est un enjeu majeur, que dans une période de crise où certains disent il faut arrêter d'investir sur l'éducation, il faut arrêter d'investir sur la culture, moi je dis non, continuons à investir sur l'éducation et sur la culture, parce que quand on fait ce choix, on fait le choix de la confiance sur des sujets qui aident à construire l'avenir. Sur le musée des Beaux-Arts, ce que j'ai clairement demandé aux équipes, c'est de travailler sur 2 dimensions. À la fois la dimension d'attractivité de Nantes, parce que ce musée sera un élément qui, je crois, participera au rayonnement de Nantes à l'échelle du pays, mais aussi de travailler sur
l'appropriation par le plus grand nombre de ce musée. Comment demain, des classes, des salariés, des précaires, des groupes puissent avoir accès, découvrir. C'est tout le projet de réussite éducative qui est conjoint au musée. C'est particulièrement sur ce point que depuis que je suis en responsabilité, j'ai demandé aux équipes de me faire des propositions. La ville a déposé également un dossier pour obtenir le label French Tech. Vous avez d'ailleurs mis en place un événement, la Nantes Digital Week, pour faire la promotion du savoir-faire nantais en termes de numérique. Concrètement, quelle est la valeur de ce label French Tech, sachant que beaucoup de métropoles en France en ont fait la demande, et qu'est-ce que ça va apporter concrètement ? Deux choses. D'abord, nous allons voir le nombre de métropoles qui seront labellisées et si nous en faisons partie. Imaginons que nous faisions partie d'une vague de 5-6 métropoles labellisées. Vous mesurez bien que ce sera pour la ville de Nantes un facteur différenciant qui permettra de dire oui, Nantes est dans le chapeau de tête des grandes métropoles qui, dans ce pays, ont des compétences à faire valoir sur le numérique. Pourquoi on le fait ? On le fait parce que derrière, c'est à la fois un potentiel d'emploi qui existe, d'emploi dans différents secteurs, de différents niveaux de qualification. On le fait parce que derrière, c'est aussi un potentiel d'innovation. Le numérique, c'est quelque chose qui participe aussi à faire bouger les lignes. La troisième chose, on le fait sans naïveté. C'est pas tout is beautiful dans le numérique. Ça pose des questions. Questions sur les libertés publiques, la question de l'éducation au numérique. Pourquoi ? Toutes les grandes métropoles qui comptent, j'ai envie de dire, qui en tout cas essaient d'inventer l'avenir, sont aujourd'hui en train de prendre le train du numérique. C'est le cas pour Nantes, c'est le cas pour Lyon, c'est le cas pour Lille ou pour Bordeaux. Moi, ce que je souhaite, c'est plus que ça. C'est pas simplement qu'on puisse s'appuyer sur un écosystème numérique qui est extrêmement riche, mais c'est aussi qu'on le fasse à la nantaise. Et le faire à la nantaise, c'est deux choses. C'est le faire en se préoccupant de savoir si on embarque tous les Nantais, y compris les plus modestes, dans cette aventure. C'est l'enjeu de la lutte contre la fracture numérique. Mais c'est aussi le faire de manière collective. Quand Axelle Lemaire est venue à Nantes, la secrétaire d'État en charge du numérique, elle m'a dit après, ce qui m'a marqué dans votre candidature, c'est que c'est une candidature qui regroupe tous les acteurs. Le politique, l'université, des startups, des entreprises et des acteurs associatifs. C'est ça la force de Nantes. En termes de calendrier, on peut s'attendre à une labellisation sur quelle ça devait tomber ce mois-ci. La réponse du gouvernement devrait arriver dans les semaines à venir. D'accord. Dernière question, Johanna Roland. La semaine dernière, Pascal Bolo, votre premier adjoint, déclarait sur Sun, il n'y aura pas de nouveau stade de la Beaujoire, mais des rénovations par petites touches. Est-ce que vous confirmez ? Ou bien y a-t-il peut-être de nouveaux rendez-vous prévus avec M. Kita pour aborder cette question ? Je confirme tout à fait. Voilà, ma réponse claire et précise. Merci beaucoup, Johanna Roland. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cette interview sera consultable dans quelques minutes sur notre site internet www.lesonunique.com ainsi que sur nos chaînes YouTube et Dailymotion. La semaine prochaine, c'est Gérard Allard qui sera à votre place, le maire de Rezé.